Bonjour tout le monde. On a le grand plaisir d'avoir deux vrais aventuriers du journalisme avec nous aujourd'hui. Gérard Davet, qui était à Afghanistan, Kosovo, un peu partout, et Fabrice Lum. Ensemble, ils ont travaillé au monde, ils sont toujours au monde. Le Parisien, l'équipe, l'Express. Mediapart, et tout ça, ils sont déplacés aujourd'hui avec le bodyguard pour vous parler. Ils sont tous les deux des professeurs dans le centre de formation des journalistes et à Paris Dauphine. Et vraiment, cette histoire, comme tout le monde sait, le soir du Clay commence en 2012 quand un informaticien. Yes, voilà. Je suis désolée. Ok. C'est énigmatique, qui s'appelait Hervé Falciani, a approché les autorités françaises. Et après ça, il y a des choses qui sont arrivées, mais il y a des choses qui ont bougé assez lentement parce qu'il y a eu un scandale caché à l'auteur, notamment l'affaire Bettencourt, qui est très liée avec ça. Et ces choses ont commencé à bouger vraiment très vite. En janvier 2014, quand quelqu'un que les journalistes appellent GP, il y a énormément de surnoms dans le livre, Gorge Profonde, les a approchés avec un clé, où ils s'étaient cachés les 2 millions, 200 millions 110 000 noms. 110 000 noms et 180 milliards d'euros. Et c'est ça, et l'idée de faire travailler cela, c'était pas aussi facile et évident que ça. Et si vous pouvez commencer une explication. Oui, alors on va, bien sûr, on répondra à vos questions, c'est, je pense, le plus intéressant de cette rencontre. Mais juste pour expliquer, évidemment, vous avez tous entendu parler de l'affaire SwissLeaks, dont on est à l'origine. Ce qu'on a voulu faire, ou plutôt ce qu'on n'a pas voulu faire dans ce livre, c'est faire un résumé de l'affaire SwissLeaks. Parce que pour nous, ça n'avait pas d'intérêt de faire un livre pour répéter ce que tout le monde savait déjà. On a déjà fait, dans Le Monde notamment, on avait fait plusieurs dizaines de pages. C'est rare qu'on fasse autant de volumes sur une seule affaire. Et puis, beaucoup de journaux dans le monde, ou des radios, ou des télés, étaient associés à l'opération et chacun a apporté ses informations. Donc ça faisait déjà un volume disponible d'informations considérable. Donc ce qu'on a voulu faire, nous, c'est quelque chose de très différent. C'est de raconter vraiment les secrets d'une affaire hors norme, d'une affaire d'État, mais alors État au pluriel évidemment, puisque ça met en cause beaucoup de pays, beaucoup de personnes, mais aussi éventuellement des responsables politiques. Et on s'est dit qu'il n'y avait que 2 personnes qui pouvaient raconter cette histoire de manière vraiment, c'est même pas objective, mais de manière complète, c'est nous, puisque on en est à l'origine totalement, avec notamment effectivement cette histoire de clé USB, qui est là où se centralisent toutes les informations de départ, et d'expliquer à travers cette histoire-là aussi, on a voulu aller plus loin que les dessous de l'affaire SwissLeaks, on a voulu expliquer en fait comment travaillent des journalistes d'investigation. Parce qu'en fait, c'est vrai que le grand public, même dans la profession d'ailleurs, même nos collègues, ou nos confrères du monde, parfois nous trouvent un peu mystérieux et ne savent pas comment on travaille. Et on trouvait que c'était intéressant de montrer une enquête de l'intérieur, et surtout cette enquête-là, qui est une enquête extraordinaire, dans le sens où il nous est arrivé plein de choses qui n'arrivent pas d'habitude. Et c'est vrai que nous, on a vécu cette affaire comme une sorte de scénario de film avec des rebondissements, et on a essayé de restituer ça dans le livre, c'est-à-dire de faire un livre qui s'apparente plus à un roman policier, sauf que c'est vrai, plus qu'à un livre un peu habituel, comme on a pu en faire sur les affaires Sarkozy, où on raconte le détail de tel ou tel dossier. On a voulu faire quelque chose de très vivant, parce que ça correspond à ce qui s'est passé. C'est une affaire très excitante, avec parfois des doutes, des peurs, des craintes, et puis des moments d'excitation. Et ça donne ce livre. Donc peut-être Gérard, tu veux expliquer un peu plus précisément le contenu? Oui, merci d'être là d'abord. Vous êtes tous journalistes autour de cette table, nous sommes journalistes, donc vous savez exactement ce que c'est quand un jour on reçoit des informations extrêmement sensibles et qu'on essaye de les exploiter, et que c'est pas forcément évident parce que c'est des informations très sensibles, mais aussi
qui ont trait à des pays qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas la Pologne, on ne maîtrise pas la Chine, on ne maîtrise pas d'autres pays où on ne sait pas qui est qui. Et donc là, le propre de cette histoire, c'est que dans cette clé USB, il y avait 110 000 noms, il y avait des dizaines de pays, et quand on parcourait les différents pays et les différents fichiers Excel des différents pays, eh bien, il y avait des noms qui apparaissaient, et ces noms, à nous, ne nous disaient rien, parce qu'on ne peut pas savoir qui est qui en Grèce ou en Italie. Et donc on a essayé au début avec Fabrice, parce que devant la masse d'informations, on s'est dit c'est juste génial. On a essayé, et puis on s'est aperçu que si pour la France, où il y avait 2836 noms, on pouvait réussir, et encore, je pense qu'on est passé probablement à côté de quelque chose, mais on pouvait essayer de savoir à quoi ça correspondait, sur les autres pays c'était impossible. Et donc le défi pour nous, et c'est ce qu'on raconte dans ce livre, c'est une aventure journalistique qui peut arriver à n'importe qui, mais surtout à ceux qui, comme nous, cherchons des informations sensibles, c'est que quand vous en avez, c'est comment les exploiter, et comment les exploiter complètement. Voilà. On aurait pu se contenter de faire que la France, ça aurait été un gâchis absolu, quoi. Et la vérité, c'est que nous, on a habitué, Fabrice et moi, à travailler un peu en solitaire, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille tous les deux tout le temps ensemble, mais qu'on ne partage pas nos informations. On se bagarre pour avoir nos propres scoops, et on ne les partage pas. Voilà. On est content quand d'autres prennent la suite, mais on déteste prendre la suite des informations des autres. C'est pour ça que nous, on n'avait personnellement jamais travaillé avec l'ICIJ, parce que on n'aime pas quand quelqu'un nous apporte une information et que c'est partagé avec plein de monde et que nous, on est juste des gens qui suivons l'information. Voilà. C'est comme ça, on est des chasseurs d'informations. Et là, on s'est dit, que faire, quoi, que faire? Et la seule solution, c'était d'aller voir l'ICIJ à Washington, et qui est un consortium avec c'est pas un énorme budget, ils ont $1 million de budget, c'est pas monstrueux, hein, c'est financé par des mécènes, et à l'américaine, quoi. Et notre idée en allant là-bas, c'était de voir comment ils travaillaient, si leurs critères étaient les mêmes que ceux du monde, et qui sont les mêmes que les vôtres, j'imagine, c'est-à-dire de la rigueur, ne pas faire de name dropping. Il était très simple, par exemple, de mettre sur Internet tous les fichiers, puis que chacun aille les chercher, aille poinçonner. Il était très simple de faire ça. Mais là, ça s'apparentait à une forme de voyeurisme journalistique, et on ne voulait pas faire ça. Et donc, en allant à Washington, on a rencontré des gens qui sont extrêmement professionnels et qui ont su nous rassurer. Alors évidemment, on le raconte dans le livre, et c'est pour ça que c'est une histoire très humaine. Quand on amène notre clé USB là-bas et qu'on voit les noms défiler, et que ces noms, eh ben, tout d'un coup, ils quittent notre ordinateur pour aller sur l'ordinateur et le site crypté de l'ICIJ, ben, on a un petit pansement au cœur. C'est comme quand l'enfant quitte la maison, hein, c'est toujours un peu compliqué. On ne maîtrise plus ce qui se passe après, plus vraiment. Et on a signé un mémorandum avec eux pour que tout soit très clair. Et ensuite, eh bien, on a eu 6 mois d'enquête, chacun dans son pays, en se retrouvant une fois à Paris, au siège du Monde, de manière un peu secrète. Et ensuite, en travaillant chacun de son côté, avec un site mis en place par la SALG qui permettait à tout le monde de partager les informations. Alors certains ont joué le jeu, d'autres non. Certains ont utilisé leurs informations pour eux sans en faire part aux autres. C'est toujours comme ça que ça marche. Quand il y avait près de 200 journalistes, hein, dans cette histoire du monde entier. Donc avec des différences d'appréciation. Par exemple, je me souviens, c'est le journaliste péruvien, le journaliste chilien, je ne sais plus. Qui voulait quoi? Qui voulait tout publier. Oui, c'était l'Amérique du Sud. Amérique du Sud, ouais. Qui voulait tout mettre en ligne, voilà, tout publier. Nous, on disait non, on ne peut pas faire comme ça, il faut choisir. Le journalisme, c'est choisir, c'est hiérarchiser, contextualiser. Et donc, on a pu imposer notre façon de faire, quand même, à cet égard. Mais on l'a partagé avec la SALG. Et on a un grand regret. Cette histoire a fonctionné au-delà de nos espérances. Pas tant que ça en France. En France, ça a eu beaucoup de succès, mais pas autant qu'en Angleterre ou ailleurs, parce que la vision, le rapport avec l'argent en France est très différent des autres pays. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Et notre regret, c'est qu'il y a beaucoup on a travaillé grosso modo avec plus de 50 pays, hein, mais il y a beaucoup plus de pays que ça à travers le monde. On en parlait avec Anya, c'est ça. Et notre regret, c'est de ne pas avoir pu travailler avec plus de monde, parce que tous les pays sont concernés par ce fléau qu'est la fraude fiscale, et que si on avait pu partager ça avec le monde entier, franchement, on l'aurait fait avec plaisir, quoi, voilà. Mais c'était très compliqué, puisque les critères mis en place, c'était l'ICIJ qui gérait ça. Mais, voilà. Mais juste sur ce point, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas terminé, c'est-à-dire que
donc toutes les données n'ont pas encore totalement été exploitées. Il y a des pays qui n'ont pas été traités, on va dire, entre guillemets, mais qui vont l'être. C'est-à-dire qu'il y a encore maintenant, alors ça se fait un peu en 2 temps, hein, c'est plus dans la première opération spectaculaire de février 2015, mais ponctuellement, il y a encore des journaux qui démarchent aujourd'hui la ICAG, qui ensuite nous demandent notre accord évidemment, pour confier les listings de tel ou tel pays, lorsque ces pays n'ont pas encore été traités précédemment. Alors pourquoi ils n'ont pas été auparavant? Parfois pour manque de temps, et puis surtout parce que parfois la ICAG, ce qui est d'ailleurs très bien, estimait qu'elle n'avait pas les bons interlocuteurs dans tel ou tel pays. Alors pour des raisons qu'on ignore, hein, donc c'est pas nous qui nous sommes occupés de ça, mais ça nous rassure plutôt de savoir qu'il y avait une exigence, on va dire, dans le recrutement des médias associés pour qu'on ait tous la même approche. Gérard donnait cet exemple qui est très important. C'est vrai que pour nous, il était hors de question de balancer tous les fichiers comme ça dans la nature. Ce n'était pas possible. Or, il y avait certains médias qui voulaient que ça se passe comme ça. Donc, dans ce cas-là, ils ne pouvaient pas être associés au projet. Et on maintient que c'est la bonne règle. Et voilà, l'autre point sur lequel je voulais insister, Gérard en parlait directement, mais je reviens là-dessus, c'est que pour nous, cette histoire, elle est assez atypique de tous les points de vue. Et évidemment, ce qui est le plus frappant, je pense, c'est que pour nous, c'est la première enquête internationale qu'on a menée. Voilà, on est spécialiste des affaires dites sensibles, mais en fait, en tant que journaliste français, on fait exactement ce que font les journalistes camerounais, ou chinois, ou marocains, ou anglais. C'est-à-dire, évidemment, au départ, on s'intéresse à nos propres turpitudes, j'allais dire, ou aux affaires de corruption qui concernent nos hommes politiques, etc. Mais on va rarement sur les terres étrangères, ce qui est normal, parce qu'on n'a pas les contacts, parfois on ne parle pas la langue, enfin c'est assez logique. Et là, on a eu l'occasion de mener une investigation internationale. Et c'est assez formidable. C'est compliqué aussi, parce que, comme expliquait Gérard, ça implique de déléguer une partie de ces informations et de ces pouvoirs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut s'associer avec d'autres, mais je pense que c'est quand même une voie intéressante. Je ne dis pas qu'il faut que ça devienne systématique, c'est-à-dire que tout le temps, il faut que tous les journalistes travaillent tous ensemble en permanence, ça n'a pas de sens. C'est un métier concurrentiel, tout le monde n'a pas les mêmes méthodes de travail, tout le monde n'a pas les mêmes contacts, on ne peut pas partager les sources comme ça, donc je pense que c'est normal que chacun mène ses investigations, mais je trouve qu'à travers cette histoire, quand même, on voit que dans certaines opérations, travailler collectivement au niveau international pour faire surgir quelque chose, ça donne des résultats formidables. Un exemple tout bête, on a bien vu la différence qu'il y a eu entre les premières révélations qu'on a pu faire sur l'affaire qui était à l'époque simplement l'affaire HSBC, qu'on a publiée dans Le Monde, notamment en 2014, on a publié des scoops avec déjà notamment des listes de fraudeurs français, etc. Bon, ça a été un petit peu repris, voilà, comme ça. À partir du moment où on a fait finalement la même opération, mais alors à grande échelle avec tous les pays, c'était en février 2015, un an plus tard, ça a été une déflagration. Parce qu'on voit bien que c'est le phénomène d'accumulation, et surtout, en passant au niveau international, on voit bien que c'est pas un problème justement, c'est pas une dérive comme ça d'un pays ou de quelques fraudeurs, etc. C'est un système généralisé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent au niveau mondial qui, à un moment, cet argent, on va dire cet argent sale en quelque sorte, comme un aimant, a été attiré par un pays, la Suisse, et notamment une banque, HSBC. Alors, je précise tout de suite qu'on est persuadé que ce que faisait HSBC, d'autres banques l'ont fait, ou le font d'ailleurs encore, d'autres banques en Suisse. Mais quand même, d'après nos informations, il semble bien que HSBC, Private Bank, était vraiment spécialisé, on va dire, dans c'est pas la chasse, hein, du coup, mais dans le recrutement des fraudeurs fiscaux de tous les pays. C'était un peu fraudeurs fiscaux de tous les pays, unissez-vous chez HSBC. Et, avec un million, voilà, $1 million alors, de dollars, pour résumer, le droit d'entrée, le ticket d'entrée. Et un aspect qui est aussi très important, c'est que, et peut-être le plus choquant, c'est que HSBC n'accueillait pas seulement l'argent qui venait de la fraude fiscale dans les pays divers et variés, États-Unis ou France ou Japon, je ne sais où. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi l'argent qui était constitutif de fraude fiscale, mais qui en plus provenait de délits ou de crimes très graves. Et c'est que là, on s'est rendu compte que cohabitaient dans les mêmes coffres l'argent de vedettes du football ou du sport qui ne voulaient pas payer l'impôt, bon, c'est pas très bien, mais voilà, mais aussi des financiers d'Al-Qaïda, ou aussi des trafiquants d'armes, des narcotrafiquants du Mexique, etc.
Et tout ça est quand même un peu choquant, c'est un euphémisme, mais il nous semblait qu'il fallait le révéler, le dénoncer éventuellement, en espérant que ça fasse avancer un peu les choses. Alors il y a un mouvement qui est en marche, hein, on le sait, de transparence. La Suisse a promis qu'elle devrait enfin le secret bancaire à peu près en 2018. Mais il y a encore le problème des paradis fiscaux qui n'est pas réglé. Ce qu'on indique dans le livre, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui se cachent derrière les sociétés écrans, qui elles-mêmes créent des comptes offshore, etc. Et que tout ça est encore à investiguer. Donc on n'est pas au bout d'avoir réglé tous les problèmes, mais on pense que des opérations comme SwissLeaks aident, on va dire, à moraliser un petit peu la vie financière internationale. Et on parle de SwissLeaks au moment où WikiLeaks refait son apparition. Notre but aussi à travers ce livre, c'est de montrer que ce qu'est aussi le journalisme, vous le savez tous, les lecteurs ne le savent pas forcément, leur expliquer un petit peu nos doutes, nos certitudes, puis après les obstacles auxquels on est tous confrontés dans le travail, les paravents de la communication, enfin, c'est d'expliquer tout ça. WikiLeaks, c'est un organe particulier qui récupère de l'argent, excusez-moi, qui récupère des informations de manière souvent anonyme, qui les met ensuite à disposition des journalistes, etc. Là, c'est un travail purement journalistique, partagé avec une organisation journalistique. Donc c'est vraiment nous, quoi, hein, de A à Z. Il n'y a pas de but militant, il n'y a pas de volonté idéologique. C'est juste du journalisme qui, pour une fois, se met au service du citoyen. Parce que je pense que quelque part, on fait avancer les choses avec ça aussi. La preuve, c'est que HSBC va devoir répondre de ses actes. Et HSBC a vraiment mis en place un système scandaleux. Vraiment, ils ont des pays qui n'ont pas d'argent. Ils leur en ont piqué encore un peu plus en encourageant les riches clients à venir chez eux, à cacher leur argent, à se soustraire à l'impôt. Et en plus, en leur donnant la possibilité de créer des structures offshore. Donc c'était vraiment un système institutionnalisé et organisé. Voilà. Et on va encore trouver des choses. C'est-à-dire que dans les listings, et en France on en a eu la preuve là, tout récemment, dans les listings, vous savez quand ça apparaît, c'est des fichiers Excel avec des noms, depuis quand on a ouvert la banque, et puis le compte, et puis combien il y a sur le compte, et puis où est-ce qu'on habite, etc., avec les résumés des discussions avec les comptables de la banque. Et il y a des noms qu'on ne connaît absolument pas, qui sortent, on ne sait pas qui c'est. On a beau les googliser, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Et là, on a découvert récemment que, c'est pas nous qui l'avons découvert, hein, c'est la justice et Mediapart en l'occurrence, qui ont découvert que c'était le majordome de Jean-Marie Le Pen qui cachait son argent chez HSBC. Donc voilà. Et des trucs comme ça, des exemples comme ça, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres et dans tous les pays. Parce qu'il n'y a rien de plus simple que se cacher derrière un proche, un type qui n'est pas connu de la justice ou des médias, et de cacher son argent derrière lui. Et ça, on a plein d'exemples, on a plein de soupçons sur plein de gens, mais le soupçon, ça ne veut pas dire publication, puisqu'il manque la preuve, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que pour nous, il fallait marquer un coup avec ce livre, expliquer ce qu'on avait fait, et expliquer que ce n'est que le début. Et que si on peut faire bouger un peu le système, même si on n'est pas militant, c'est bien aussi, quoi. Voilà, on peut aussi servir à ça, quoi. Peut-être que maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez nous poser des questions une fois qu'on a fait ce tour. Bonjour. Alors, je voudrais savoir, c'est un livre sensible, on a bien compris, on ne l'a pas lu, moi je ne l'ai pas encore lu, mais vous me donnez envie de le lire, à moi surtout, et à vous. Mais vous étiez conscient qu'en écrivant ce livre, c'était un peu compliqué, bien sûr, mais aujourd'hui vous n'êtes pas arrivé tout seul. Vous êtes maintenant obligé tout le temps à être protégé. Alors, pour être clair sur ce sujet-là, c'est qu'on est protégé par la police française depuis 1 an. Voilà. Vous venez de septembre 2014. Vous venez de pays, en Italie je crois, où il y a beaucoup de journalistes tués. Hein. J'avais rencontré un de vos collègues qui m'avait expliqué qu'il y avait... Et surtout qui vit aussi avec des escortes. Voilà, il a rencontré Saviano il n'y a pas très longtemps. Oui, ça... Donc on est très conscient, si vous voulez, qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué de faire son métier qu'en France. Mais c'est un travail que vous avez fait qui va peut-être faire bouger les choses aussi. Alors, ça va faire bouger les choses, mais pourquoi on est protégé aujourd'hui? C'est parce qu'on a écrit, ça fait quelques temps qu'on écrit beaucoup sur beaucoup de gens et qu'on gêne beaucoup de gens.
en particulier les gens qui sont à droite, même si on n'est pas militant. Hein. On a été protégé à partir du moment où Fabrice a reçu à son domicile un cercueil, à son domicile privé, un cercueil avec le nom et la date de naissance de sa fille. Et c'est sa fille qui a trouvé le cercueil. C'est effrayant. Et moi j'ai trouvé à mon domicile une lettre privée, on est tous les deux dans des domiciles privés, hein, vraiment cachés, quoi. Et avec une lettre disant que ma femme, avec sa date de naissance, allait mourir, mes enfants allaient mourir à telle date, etc. Et ensuite, j'ai reçu une balle au bureau, ensuite j'ai reçu une lettre avec des substances explosives. Et donc, la police nous a dit, vu le contexte, il vaut mieux que vous soyez tous les deux protégés. Voilà. Ouais. Ce qu'on a accepté. Hein. Ouais. Voilà. Après, donc vous êtes en protection rapprochée. Oui. voilà. Ça veut dire quoi en pratique? Bah, en pratique, c'était quand même assez souple, parce qu'on a exigé d'avoir une certaine souplesse. C'est-à-dire qu'en fait, après, c'est au bon vouloir des personnes qui sont placées sous protection. C'est-à-dire que si on pourrait être protégé en permanence, et on n'a pas voulu parce que c'est infernal, voilà, c'est pas vivable pour la vie privée. Mais aussi Et pour la famille. voilà, pour la famille. Et puis pour bosser, franchement, concrètement, c'est très compliqué. Nous, notre but, c'est de récupérer des informations auprès de sources, etc. Donc on a trouvé des accords pour avoir des moments, et c'est vrai qu'ils nous accompagnent plutôt pour les rendez-vous publics, etc. Et quand on a des choses privées, et ben soit on se fait déposer avant, soit on trouve des astuces, soit on leur dit pas ce qu'on fait, et puis voilà, on se débrouille quoi. Une dernière question, après je laisse la parole à tout le monde. Et en Italie, comment vous avez trouvé les terrains? Vous avez trouvé beaucoup de collaborations Sur la place Félix, oui. alors c'est l'ICAG qui a géré l'aspect collaboration. C'est L'ICAG, l'organisme qu'on a été voir à Washington, c'est eux hein, qui ont Ah choisi les totalement, partenaires. Totalement. Et je crois qu'il y en avait un en Italie, hein, je sais pas. Hein Oui, Je crois, hein. si, l'Italie a été associée. Mm. Mais nous, enfin, j'allais presque pas volontairement, mais c'était le rôle de c'est un consortium hein, de journalistes d'investigation qui est à but non lucratif, qui est basé aux États-Unis et qui justement mène des opérations un peu internationales et donc qui a des correspondants dans tous les pays. Et donc c'est eux qui se sont chargés parce que nous on ne pouvait pas. D'abord on ne connaît pas assez de gens. Après c'est un travail mais considérable. Donc ça nous a bien été utile que eux se chargent totalement des contacts avec les confrères étrangers, si bien qu'on a eu très peu de contacts. Alors certains, parfois, quelques personnes, hein, bien sûr, il y avait des journalistes britanniques, par exemple, qui sont venus nous voir une fois qu'ils avaient été associés pour nous demander soit des documents en plus, des renseignements, ou parfois nous interviewer. Voilà. Mais en fait, on a été en contact, on va dire, de manière très, très légère avec les journalistes de tous les journaux, parce qu'en fait, ils faisaient leur travail, et nous, on n'avait pas besoin d'interférer dans leurs investigations. Voilà. Merci beaucoup. Et vous êtes protégé grâce au GPS aussi, parce que votre protection rapprochée doit avoir le GPS et savoir à peu près où vous êtes dans la nature. Non, ils ne savent pas. C'est-à-dire que ils sont censés ne pas savoir. On a exigé qu'ils ne soient pas avec nous. Même parfois, on part sans eux. On ne sait pas après s'ils n'essayent pas de nous suivre avec le GPS. On n'en sait rien avec eux. Mais je pense que c'est dans leur intérêt de oui, et en même temps, c'est compliqué parce que, je vais vous dire, on est compliqué. Pourquoi? Parce que on est tous les deux ciblés par des gens en France. Par exemple, nos rendez-vous ont été donnés dans un hebdomadaire d'extrême droite qui s'appelle Valeurs Actuelles. Oui. Ils ont donné les rendez-vous qu'on avait. Par exemple, on va voir de temps en temps le président de la République pour un autre livre. Ouais. Eh bien, ça a été donné dans Valeurs Actuelles. On allait voir quelqu'un au ministère de la Justice, ça a été donné dans Valeurs Actuelles. Et si vous voulez, à un moment donné, eh bien, il y a des soupçons qui se sont portés sur les policiers qui nous escortaient en disant peut-être que c'est eux qui donnent les rendez-vous, qui donnent les informations. Et donc, c'est pas dans leur intérêt de prendre ce genre de risque-là aujourd'hui. Nous, on sait maintenant, on l'a écrit dans Le Monde, que ce n'était pas eux a priori, mais plutôt un paparazzi qui nous suivait, le paparazzi de Sarkozy, qui travaille avec Sarkozy, et qui nous suivait au quotidien pour savoir qui on allait voir. Voilà. Donc, mais c'est aussi pour vous dire que la protection rapprochée, on vit avec, et c'est pas un drame absolu. On sait ce qui se passe dans d'autres pays, et puis ça fait longtemps qu'on fait ce métier-là, donc on sait aussi qu'on ne travaille pas avec des gens qui sont tous des agneaux, quoi, hein. Donc Fabrice a été cambriolé pendant l'affaire Bettencourt, moi je l'ai été, mes portables ont été sous surveillance, on a porté plainte contre les services de contre-espionnage, on passe notre temps au tribunal parce que les gens nous poursuivent, donc on sait que ce métier-là,
ça oblige à avoir ce genre de contraintes-là. Voilà. Donc on n'en fait pas une plainte au quotidien. Quoi. Donc vous ne pouvez pas sortir de France, apparemment. Si, Si, parce qu'on a été en Belgique, on a été en Ouais, Suisse. si. Il faut juste prévenir, Voilà, parfois là vous avez la protection. Oui, approchée. oui. après ils nous accompagnent, et puis voilà. Mais c'est vrai que, enfin, pour nous, c'est quelque chose qui, à partir du moment où on a réussi à passer un accord pour avoir une certaine liberté, et surtout la garantie qu'on pouvait voir des personnes discrètement comme avant, voilà, ça c'est notre obsession, c'est tout. Après le reste, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas amené à se poursuivre, et dès qu'on pourra, on arrêtera. Mais le problème en fait, c'est qu'il y a un petit peu une peur des responsables politiques aujourd'hui, suite, alors que ça n'a rien à voir, mais peu importe, suite aux événements de Charlie Hebdo, parce que c'était quand même la première fois qu'en France on assassinait en fait des journalistes en réalité. Alors pour des raisons différentes, hein, on est face à des extrémistes islamistes qui sont prêts à tout, etc. Et nous, je pense qu'on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et le niveau de dangerosité est vraiment moindre, et on n'a aucun doute. Mais, oui, moi, nous, enfin, on a le sentiment. Mais, n'empêche que, si vous parlez des responsables de la police, eux, ils se disent, oulala, si jamais il y avait le moindre incident avec ceux-là, ça va nous être reproché en fait. Donc pour se couvrir, entre guillemets, ils préfèrent donner plus de protection. Voilà, donc, mais on espère que ça va se calmer et qu'on pourra revenir à une vie normale prochainement. La police et les services secrets sont inclus obligatoirement. Les services secrets, non. C'est pas un pareil. service, Ouais, c'est le un service. service de la protection, qui dépend du ministère intérieur, qui protège tout le monde. Voilà. Ah, d'accord. Toutes les personnalités. Quoi. Et là, il y avait des gens qui essayaient de stopper ça avant. Il y avait des inspecteurs, quand ils s'approchaient, ils étaient virés bizarrement, ils étaient... Oui, il y a eu, c'est ce qu'on raconte, il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu, dans l'affaire elle-même, il y a eu des pressions qui ont été faites surtout au début de l'affaire. En fait, une affaire, il faut l'étouffer au début, sinon après c'est trop tard. Maintenant, étouffer l'affaire HSBC ou Swisslick, c'est trop tard. Mais par contre, on a vu au début en France, et ça on le raconte, je pense, de manière assez détaillée, avec des éléments assez inédits, comment le pouvoir en place, à l'époque, sous Sarkozy, a eu peur de cette histoire. Ils ont eu peur de cette histoire, et il y a une volonté de freiner les ardeurs de la justice française, mais aussi du fisc français, avec des gens qui ont été virés, des juges qui ont été mis à l'écart. Enfin, on raconte un peu le détail, la technique qui a été employée pour que cette affaire ne prospère pas. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que, pour partie, on amène un début de réponse sur ça, c'est-à-dire qu'on voit que dans les listes, il y avait des personnes qui notamment étaient réputées assez proches du pouvoir, donc ça peut être une explication. Mais nous, notre conviction, alors c'est juste une intuition, hein, mais notre conviction, c'est qu'il y a encore des noms qui ne sont pas identifiés, hein, comme on l'a expliqué, qui sans doute posaient un vrai problème, un problème supérieur encore en termes de, je sais pas, de notoriété ou de... Voilà, et qui font que ces noms ont inquiété en haut lieu et qu'on a tout fait quand même, c'est vrai, il faut le dire, pour étouffer cette histoire. Et aujourd'hui, la France tient ce listing à disposition de tous les pays qui le souhaitent. Et ils sont nombreux à avoir fait la demande depuis Swissleaks. Avant, il y en avait très peu. Hein. Depuis, il y avait l'Italie qui l'avait fait, je crois, il y avait l'Espagne qui l'avait fait aussi. L'Espagne qui a été très offensive hein, sur le sujet. C'est l'un des pays les plus offensifs. La Grèce l'avait, mais ça a été, je crois, un scandale à un moment donné d'ailleurs, avec son listing dit Lagarde. Mais tous les pays n'ont pas encore fait cette démarche-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous ne comprenons pas, parce qu'il suffit de demander pour l'obtenir, a priori maintenant, aujourd'hui, puisque le listing est crédible, et quand vous l'avez, vous avez là la matière absolument parfaite pour récupérer beaucoup d'argent. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer l'argent des contribuables fraudeurs, mais vous pouvez aussi poursuivre HSBC et exiger d'elle des montants faramineux de dédommagement, ce que font aujourd'hui tous les pays qui poursuivent la HSBC. Donc ces pays-là qui ne réclament pas des listings, on peut aussi imaginer qu'il y a des raisons cachées derrière pour ne pas exiger ces listings. L'Allemagne, c'est différent. L'Allemagne fait sa propre police, si vous voulez. Vous avez vu comment elle fait peur à ses contribuables, elle décide de porter par là. Nous, on ne fait pas ça. Mais eux, ils ont des mesures d'intimidation telles qui ont fait que peut-être ils n'ont pas réclamé le listing. Oui, ils l'ont. Hein. Ils l'ont. Ah, ils l'ont. Mais seulement, non, Oui. Est-ce qu'il y a des infos sur des corrompus chinois? Eh bien, écoutez, il y a... Alors nous, on ne lit pas chinois, on n'est pas très bon sur le caractère chinois, mais il y a. Il y a. Je ne sais pas, et vous pouvez peut-être nous le dire, si un organe de presse chinois a été associé à ça. Je ne sais pas. Est-ce que vous le savez
Non, associé à SwissLeaks. je connais peu de choses sur ce sujet, mais ça m'intéresse si vous auriez des informations sur des corrompus, des hauts fonctionnaires chinois par exemple, ça m'intéresse. Bah, alors, là, on revient au cas précédent, c'est-à-dire que d'abord, moi je me souviens que sur la liste, il y avait des Chinois, donc on peut imaginer que dans ces personnes-là, c'est des personnes qui ont beaucoup d'argent, hein, par définition. Donc forcément, c'est des personnes qui doivent avoir une certaine notoriété, hein, soit des hommes d'affaires ou peut-être des hommes Des politiques. relations, sûrement. Ouais, sans doute. Et ce qui explique pourquoi, d'ailleurs, dans beaucoup de pays, certains des responsables ne veulent surtout pas avoir la liste, parce qu'ils ne veulent pas avoir d'ennui. Hein, donc voilà. Alors après, nous, ce qu'on a répondu, parce qu'on a eu beaucoup de demandes, évidemment, personnellement, beaucoup de gens sont venus nous voir, pas seulement des journalistes, mais notamment des journalistes, pour nous dire, mais nous aussi, donnez-nous les noms, etc. Donc c'est pour ça que nous, on a renvoyé totalement à l'ICIJ, puisqu'il faut respecter un processus. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas... D'abord, sinon, on passerait notre vie à répondre aux gens qui veulent un petit morceau de la liste. Et surtout, il faut que ce soit fait de manière professionnelle. Donc c'est pour ça que c'est... ça de manière cryptée. Voilà, en plus, il y a des processus de sécurité, voilà. Etc. Et l'ICIJ, en fait, elle sélectionne, elle fait un travail juste de vérification. Est-ce que tel journaliste travaille bien pour ce journal? Est-ce que ce journal est bien sérieux? Troisièmement, est-ce que ce journal est prêt à travailler selon nos méthodes? Et si ces critères sont remplis, après la ICIJ, il n'y a aucun problème, elle donne des informations à ceux qui en font la demande. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Mais il faut passer forcément par l'ICIJ. C'est eux qui ont la délégation, entre guillemets, et la responsabilité de ces fichiers-là. Merci. Je vous en prie. Mais c'est une antenne de la CIA, ça c'est... Non, c'est un système. Ils sont une dizaine à travailler à Washington. Ça dépend d'un autre organisme qui travaille pour les intérêts publics, pour l'intégrité publique, à Washington. Ils sont situés à 2 pas de la Cass Street, qui est la rue des lobbies. Mais eux, et on l'a vérifié, ça aussi, ça faisait partie des choses importantes, ils ne sont pas dépendants d'un quelconque pouvoir. Et d'ailleurs, ils ont du mal à vivre, et SwissLeaks leur a apporté une notoriété supplémentaire, puisque grâce à ça, ils ont obtenu d'ailleurs un prix tout récemment, ils ont eu le prix du data journalisme, hein, ils l'ont eu la semaine dernière. Et ils ont $1 million de budget. Ils sont gérés donné par qui ce $1 par des mécènes. C'est à l'américaine, bien sûr. Ils ont des financiers, ils cherchent. Par des fondations, par des... Ouais, exactement. Dont, évidemment, parce qu'ils sont très très prudents là-dessus, ils ont raison, dont ils vérifient bien entendu que ce sont des personnes respectables, qui n'ont pas de casserole, qui ne sont pas impliqués dans des affaires. Ils n'ont aucun frein à la SAG, aucun frein, c'est-à-dire qu'ils ont totale liberté et ils bossent, ils travaillent bien, c'est vrai, ils travaillent bien. Et à l'intérieur de la SIAG, c'est pour ça que nous on voulait s'y rendre, pour les rencontrer physiquement avant de donner notre accord, c'est ce qu'on raconte dans le livre. On a découvert des super professionnels, sachant que ce sont pour l'essentiel des journalistes, comme exactement. Par exemple, donc Gérard Ryle, à qui on consacre un chapitre, qui est le patron. C'est un journaliste qui a notamment travaillé en Australie et qui était en Australie le Bob Woodward australien, on va dire. Hein, donc un journaliste qui sortait beaucoup de scoops, enfin qui était un très très bon pro. Donc ce sont des gens super sérieux, totalement d'une intégrité absolue. Et donc, enfin je veux dire, nous c'est pour ça en fait, c'est ce qu'on explique, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de problème à leur déléguer nos informations, alors que sur le principe au départ on était quand même un petit peu réticents. Hein. Déjà, comme disait Gérard, c'est un peu notre bébé quand on se débarrasse, c'est toujours très difficile. Et puis il y a toujours un peu d'inquiétude, se dire oui mais ça tombe entre quelles mains, hein, c'est pas... Et en fait on n'a pas eu on n'a plus eu de doute quand on les a rencontrés, on a pu discuter, on leur a posé toutes les questions possibles, on s'est dit on a affaire aux bonnes personnes. Et le résultat d'ailleurs l'a prouvé, tout s'est passé de manière impeccable. Ces gens sont sous protection rapprochée aussi, parce qu'ils traitent pas seulement de notre affaire, ils ont des quantités d'affaires. Pas forcément, non, ils sont spécialisés dans le data journalisme quand même. Ouais, c'est vraiment leur truc, ils utilisent beaucoup de fichiers. Et c'est très intéressant comme concept, parce que ils développent le journaliste participatif, collectif, et ils mettent l'accent sur le data journalisme. Et ça, ils sont très humbles par rapport à ça. C'est-à-dire que, moi c'est un truc que je ne connaissais pas, hein, vraiment le data journalisme, ils ont été recrutés les meilleurs. Entre autres des Costaricains. Ils ont une école Costa Rica de data journalisme qui a été créée par une dame qui a sorti beaucoup d'infos grâce à l'exploitation de fichiers informatiques et qui est devenue d'ailleurs prof ensuite à Stanford et ailleurs. Et ils ont recruté 2 personnes là-bas qui sont des cadors du data journalisme. Vous leur passez un fichier
et toc, ils vous font des corrélations, ils vous sortent des... Bien, Ouais. immédiat. Ouais. C'est juste impressionnant, quoi, voilà. C'est juste impressionnant. Je voulais juste ajouter que vous allez tous pouvoir prendre ce livre quand même. J'aimerais bien pouvoir le rééditer. Ah bah évidemment, Peut-être des questions oui, bien sûr. en fonction de cela. Vous verrez que la construction est un petit peu originale, c'est-à-dire qu'on a fait des chapitres, chaque chapitre est basé sur une personne qui a joué un rôle dans l'affaire. C'est ce qui rend, je pense, le livre très agréable à lire, et par ailleurs, surtout qui explique qu'une affaire, ça ne fonctionne que parce qu'il y a des gens. Hein. C'est pas quelque chose d'abstrait, ça peut être des sources, ça peut être des journalistes. Enfin, après, voilà, vous verrez, mais je pense qu'on a humanisé l'affaire. Il y a des gens, comme on le voit dans le livre, comme le pauvre Paul Bocuse, dont le système écran n'a pas marché. Le terme pauvre... Pauvre Bocuse, oui, pauvre, le riche. Ok. Comment cette clé vous est arrivée comme ça? Vous l'avez tombée du ciel? Non? Mais ça, on raconte dans le livre, et vous verrez, c'est purement journalistique comme démarche. Et vous êtes peut-être déjà arrivé, et ça vous arrivera peut-être, et c'est juste très excitant quand ça vous arrive. Quand on est sur une grosse affaire, moi cette histoire HSBC, je la suis depuis 6 ans en France. Et en fait, j'ai travaillé dessus pendant 6 ans, mais sans jamais avoir accès à des fichiers, des listings. C'était compliqué, il fallait comprendre qui était Pascal, pourquoi, etc. C'était pas toujours simple, hein. Il y avait des freins de tous les côtés. La justice française freinait, le pouvoir Sarkozy ne voulait pas que ça sorte, enfin, c'était compliqué. Et un jour, avec Fabrice, on a fait une première série d'articles dans Le Monde, dans lequel on a donné quelques noms, parce qu'on avait pu avoir accès à des documents judiciaires. Et à la suite de ça, on a identifié une dizaine de personnes, de cibles, comme de toute enquête, en disant, tiens, ces gens-là, ils ont sûrement eu connaissance de quelque chose de très intéressant. Et on a contacté ces 10 personnes. Et sur ces 10 personnes, il y en a une qu'on a été voir. On a senti qu'elle était vraiment très intéressante, mais qui ne nous a pas donné grand-chose. Et quand on a publié un article dans Le Monde en janvier 2014 ou février 2014, expliquant notre démarche, comme on avait déjà commencé à avoir plein d'informations, eh bien un jour au journal, on a reçu la visite de cette personne venant et nous apportant la clé USB et la mettant sur l'ordinateur en disant « Regardez, maintenant j'ai vu que vous travaillez correctement, avec rigueur, regardez ce que je vous apporte, je pense que ça peut vous être utile. » Ça s'est passé comme ça. Donc c'est pas le hasard, le type a vu qu'on travaillait correctement, il nous a testé en quelque sorte, et c'est la récompense en fait d'une persévérance, quoi. Voilà, le journalisme, c'est jamais fait de la persévérance, quoi. Et vous avez provoqué le hasard. Oui, Voilà, ouais. si on peut dire Vous ça. avez toujours travaillé ensemble sur le sujet depuis le début, comme Non. toi tu dis que tu Non, parce que en fait, l'histoire commence essentiellement en 2008-2009. À cette époque, moi, je suis à Mediapart. Donc, pour faire juste un petit retour en arrière, c'est qu'avec Gérard, on travaillait depuis le début des années 2000 au Monde. Et à partir de 2005-2006, il y a eu une crise de gouvernance, on va dire, au journal, qui a fait qu'en fait, le journal ne voulait plus faire d'investigation, pour résumer. Donc, moi, ça m'a énervé, Gérard aussi. Et donc, moi, j'ai eu une proposition d'un autre journal qui était l'Équipe Magazine, ça changeait totalement. Mais de faire l'investigation dans le sport, ça m'amusait. Et Gérard, lui, il est resté au Monde, mais en faisant du... Non, pas pour Armstrong, ça l'a pas fait rire. Mais voilà, et Gérard, lui, il est resté au Monde, mais en faisant plutôt du reportage, pour prendre un peu de distance par rapport à tout ça. Ensuite, moi, fin 2007, il y a eu le projet de Mediapart qui s'est créé, donc ça m'a intéressé, donc j'ai commencé, j'ai été parmi les fondateurs, entre guillemets, de Mediapart, et j'y suis resté jusqu'en 2011, date à laquelle, comme pour plein de raisons, j'avais envie de partir, et j'avais envie de revenir au Monde. Entre-temps, il y avait des actionnaires qui étaient revenus au Monde, les dirigeants le directeur de la rédaction avait changé, et de nouveau, il y avait l'envie de faire de l'investigation. Et nous, il y avait l'envie de refaire notre duo. Voilà, donc on s'est retrouvés là en 2011. Mais entre-temps, pour revenir à notre histoire, moi, en étant à Mediapart, j'avais suivi un petit peu les débuts de l'affaire HSBC, mais vraiment comme ça, hein, j'avais plein d'autres histoires qui m'intéressaient plus. Et Gérard, lui, il s'était mis, on va dire, à fond dès le départ. Donc Gérard avait beaucoup, enfin oui, il avait de l'avance sur moi. Mais après, bon, ça se rattrape l'avance. Et on s'est retrouvés en 2011 et là, à partir de là, on a fait les choses ensemble sur ce dossier. Mais la vérité, c'est que c'est lui qui sont... De toute façon, c'est Gérard qui, dès le départ, je dirais plus que moi d'ailleurs, et même ensuite, comment dirais-je, a accroché sur cette histoire. C'est une histoire qui
qui l'a accroché encore davantage que moi, pour plein de raisons. C'est toujours comme ça, de toute façon, même on suit tout un tas d'affaires avec Gérard, et souvent il y en a une, enfin, on a nos préférés, on va dire. Voilà, il y a des dossiers que je préfère. Le dossier Karachi, moi j'en suis un peu à l'origine. Gérard, ça l'intéressait, mais comme ça, voilà. Moi, ça me passionnait, voilà. Donc, et après, c'est aussi pour ça qu'on est complémentaires. C'est que parfois, il y en a un qui est plus motivé par cet aspect des choses, etc. Et moi, je trouve ça bien, parce que ça nous permet de... Quand on unit nos forces, je veux dire, on est meilleur. Par exemple, dans un dossier sur Karachi, lui, il va me enfin, je parle au passé, parce que l'affaire est quasiment terminée pour nous maintenant. Mais moi, il y avait des aspects qui me passionnaient, et lui, il me remettait un peu les pieds sur terre en disant, mais tu sais, ce que t'intéresses à des trucs qui intéressent personne. Moi, c'est un peu dur à entendre, puis en fait, après, je réfléchis, ouais, mais il n'a pas tout à fait tort. Voilà. Voilà, et à l'inversement, sur l'affaire HSBC, je pouvais lui dire aussi la même chose, parfois en disant, mais tu sais, tu t'excites sur un truc, mais c'est des trucs très anciens, faut pas oublier ça, etc. Voilà, ça nous fait avancer, en fait, de travailler Travailler à comme deux, ça. c'est juste un plaisir. En plus, on est amis, hein, ce qui cache rien, c'est-à-dire qu'on est amis et on apprend l'un de l'autre, quoi. Voilà, C'est stimulant. Oui. Ouais. Et trouver un éditeur, c'était facile de trouver un éditeur. Oui, parce que c'est pas très compliqué. D'abord, on est un peu connu sur ces affaires-là. Et deuxièmement, notre éditeur, c'est notre 5e livre ensemble, et il aime bien ce qu'on fait, quoi. Donc c'est jamais un problème. Il est toujours chez Stock. Ouais. Voilà. Chez Stock. Vous avez déjà fait un sujet sur Karachi? Ouais, Fabrice, ça fait un bout qu'elle Ouais. Ouais. C'est, je crois de mémoire, oui, c'est mon premier livre chez Stock en fait, c'était en 2010. J'avais fait un ou deux livres avant, donc chez d'autres maisons, d'autres éditeurs, mais c'est vrai que quand je suis arrivé chez Stock, j'ai découvert Jean-Marc Roberts, le directeur de Stock qui malheureusement est décédé il y a quelques années. Et c'était un type tellement charismatique et sympathique que j'ai d'abord accroché sur lui. Et puis après, je me suis rendu compte d'abord que c'était une petite maison super sympa. Et puis avec Gérard, quand on a eu quelques projets en commun, on a été voir chez Stock. Et ils sont courageux, hein. C'est-à-dire Ouais. que quand C'est vrai. on a fait Ouais. Sarko tué, c'est un livre qui est paru en 2011, Ouais. ensemble, qui a eu beaucoup de succès en France, Ouais. où on racontait, alors Sarkozy était déjà Encore président de la République, Ouais. il était tout puissant, hein, Ouais. et on a écrit un livre dans lequel on démontait le système Sarkozy, et c'était très, très violent comme livre. Hein. Ça a eu beaucoup de succès, mais c'est paru chez Stock, qui dépend d'une maison qui s'appelle Hachette. Hachette, ça dépend d'Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère, c'est le presque frère de Nicolas Sarkozy. Et pourtant, chez Stock, Jean-Marc Roberts nous a dit allez-y, foncez. Donc c'est une maison d'édition courageuse. Ouais. On n'a pas de problème avec eux. D'ailleurs, il faut ajouter un truc à ce qu'on sait, c'est que Lagardère lui-même se comporte très bien, puisque, en tout cas, ce qu'il a dit chez Stock, toujours, c'est qu'il n'intervient absolument pas, il ne sait même pas, enfin, il ne s'intéresse même pas, il n'essaie même pas de savoir quel livre est publié, il laisse les éditeurs faire leur travail, ce qui est quand même, honnêtement, ça fait plaisir, c'est un peu rassurant par rapport à ce qu'on connaît parfois dans d'autres médias ou d'autres hommes d'affaires qui peuvent être très interventionnistes. Là, en tout cas, nous, c'est vrai qu'avec Stock, on a toujours pu faire tout ce qu'on voulait et on espère que ça va continuer. Donc après, on est des gens plutôt fidèles, donc on est chez Stock. Peut-être qu'un jour, on fera un livre ailleurs, hein, on n'a pas signé de contrat à vie, mais disons qu'on a plutôt un contrat de confiance avec eux. Voilà. Et par rapport à l'écriture, comment vous faites pour diviser les tâches pour l'écriture? Comment vous faites On se connaît par cœur. Donc je ne sais pas si vous travaillez à deux, vous aussi, mais... non, c'est pour ça que je n'ai jamais travaillé. D'accord. En fait, Ça me paraît impossible. Mais non, Ah, c'est vrai. Non, mais ça l'est C'est drôle. quand on est à deux sur un texte ensemble. Voilà. Mais nous, on travaille à deux, mais séparément. C'est-à-dire que Voilà. Ouais. Fabrice fait un chapitre, Ouais, moi j'en fais un autre, ouais. il me l'envoie, j'envoie le mien, il met sa patte, moi je mets la mienne, et on arrive toujours à un résultat qui tient la route, quoi. On ne se prend pas pour Balzac ni Proust, hein, on fait Mais on ne voit pas d'édition. Non, parce que... Alors, Non, mais je pense que ça fonctionne, évidemment, ça ne peut pas fonctionner tout le temps. C'est-à-dire que moi, dans mon ça pourrait travail... être différent d'ailleurs. Ouais, exactement. Moi, j'ai travaillé souvent avec des personnes. Avant de travailler avec Gérard, j'avais d'autres partenaires. Moi, j'ai toujours aimé être plutôt en couple pour travailler, parce que je pense, comme on disait tout à l'heure, on se contrôle, on évite des bêtises. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler forcément avec quelqu'un. Ça ne peut fonctionner que si vous êtes vraiment sur la même ligne. Et ça, j'allais dire de deux points de vue. La première, c'est la même approche, les mêmes principes. Par exemple, nous, on n'utilise pas les citations anonymes. Enfin bref, on a nos règles à nous, comme ça, et on les partage. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, c'est dans
c'est vrai que dans la restitution, même l'écriture, il faut pas qu'il y ait un trop gros écart. Voilà. S'il y a un trop gros écart, c'est un énorme problème, c'est vrai. Mais nous, on a des différences, mais qui ne sont pas colossales, en fait, pas colossales. Donc à l'arrivée, ça fait que si c'est moi qui vais tenir la plume, je sais que Gérard va reprendre un peu pour mettre un peu de son style, entre guillemets, à lui, et moi réciproquement, mais honnêtement, ça fait pas... Si vous voyez, si vous lisiez les versions, on va dire, initiales, vous verriez des petites différences. Mais honnêtement, vous ne diriez pas, bah, on voit bien que c'est vraiment, ça n'a rien à voir, deux personnes qui sont très différentes. Non, il y a des nuances, quoi, mais globalement, on travaille de la même manière, on pense de la même manière, donc on restitue les choses de la même manière. Et ça vous a pris combien de temps d'écrire ce livre? Écoute, Après, je parle pas de la recherche, bien sûr. Oui, mais je connais, c'est ça qui est important. Ouais. L'enquête nous a pris 6 ans, hein, ce qu'on disait. L'écriture nous a pris un mois et demi. Peut-être, ouais. Un mois et demi. C'est-à-dire que c'est pas un quick book. Nous, on veut surtout pas faire ça. C'est-à-dire que sur chaque affaire qu'on traite, on pourrait faire un livre Ouais, à chaque fois, en sortant les procès-verbaux, les preuves qu'on a, C'est etc. facile, ouais. C'est très facile. Il y a beaucoup de gens qui font ça, hein, en France et ailleurs. Nous, on se refuse à faire ça. Donc là, ce qu'on s'est dit, on fera un bouquin là-dessus à une seule condition, parce que c'est notre histoire, et à une seule condition, c'est que ce ne soit pas un quick book, que ce ne soit pas juste un ramassis de procès-verbaux et autres. On voulait raconter des histoires. Et ça, en fait, je pense qu'on a réussi à raconter une histoire. D'ailleurs, je pense que les producteurs sont intéressés de séries et autres, parce que c'est une histoire, c'est un thriller. Est-ce que c'est l'histoire la plus importante pour vous dans votre carrière? Alors, ça dépend sur quel plan on se place. C'est-à-dire que, pas au niveau français, non, parce que, comme disait Gérard, je pense qu'il n'y a pas en France, je ne dis pas que c'est une affaire qui laisse indifférent, non, bien sûr, elle a fait du bruit, etc., mais je pense pas à la mesure de l'affaire. Après, par contre, nous, on n'a jamais fait un scoop international, on n'en a pas fait. Donc, si on est à l'échelle du monde, il n'y a même pas de discussion. À l'échelle planétaire, il n'y a pas de discussion. Parce que moi, je dirais à l'inverse, on a sorti des scoops qui ont fait énormément de bruit en France, mais vraiment plus que ça. Mais qui, par contre, peut-être que le lecteur péruvien, chinois, japonais ou même américain, on n'a jamais entendu parler, jamais. Et là, c'est exactement l'inverse. Donc, c'est l'ampleur, elle est internationale. Voilà. Mais est-ce que c'est pas difficile maintenant pour vous de trouver des nouveaux sujets? Alors, on se heurte C'est à pas faux, hein. ce problème-là, c'est que C'est bonne question. en fait, quand tu as atteint le... Bah oui, c'est ça. Quand tu as atteint, enfin, moi c'était un rêve pour moi de faire un scoop mondial à 180 milliards d'euros en ébranlant un système qui est un système en plus, enfin, c'est un système amoral, illégal quoi, le système mis en place par HSBC. Donc franchement, et puis avec une preuve qui arrive comme ça, qu'on a été sollicité, on a un peu l'impression, toute proportion gardée bien sûr, de se retrouver dans une histoire de... C'est la BBC qui vous avez dit ça. Vous êtes un peu dans le Watergate, etc. Donc c'est un peu marrant parce que c'est un peu notre film de référence, notre livre de référence, Les Hommes du Président. Et on s'est senti comme ça, quoi. Mais sans jamais se comparer à eux, à Woodward et Bernstein. Mais je sais qu'après, une fois que tu as fait ça, quand tu as sorti beaucoup de scoops comme nous en France, et qu'on arrive à 50 ans, il faut bien le dire, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Qu'est-ce que tu vas faire de mieux? Est-ce que tu vas de plus fort? continuer à aller chercher des petites informations, etc. Donc aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais je pense que tout le monde se la pose, arriver à un âge aussi, tout ça. Nous, on n'a pas de responsabilité hiérarchique, par exemple. On n'est pas directeur, ni rédacteur en chef, on est juste grand reporter. Donc c'est vrai qu'on a que notre boulot pour nous, quoi. On ne dirige personne, voilà, donc il faut peut-être qu'on se réinvente. Voilà, qu'on se réinvente. Est-ce que vous avez un système est-ce que vous avez un groupe d'enquêteurs au sein de la rédaction ou est-ce que vous travaillez comme des loups solitaires? Parce que c'est une discussion que nous avons eue dans votre journal politique et inconvénient. Ouais. Et c'est une discussion qui continue parce que certains disent il faut avoir un groupe parce que dans un groupe on se contrôle. C'est intéressant, ouais. Tandis qu'un loup ou deux loups risquent de faire n'importe quoi. Et le résultat chez nous, c'est on a les deux. Parce que ouais, mais je pense que voilà. En fait, honnêtement, nous on a réfléchi à ça, on a connu plein de. Moi j'ai connu encore plus que Gérard, j'ai beaucoup changé, plein de rédactions, plein de systèmes. Et ben, pour vous dire, aujourd'hui, j'ai toujours pas la réponse. C'est-à-dire que je ne pourrais pas dire voilà exactement ce qu'il faut faire. Je pense que ça dépend énormément des gens eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous faites un groupe et que ce groupe-là n'est pas composé de personnes, comme je disais tout à l'heure, un peu Gérard et moi, qui pensent, vous voyez, qui ont vraiment l'esprit de tourner de la même manière, ça ne marchera pas et ce sera même contre-productif. Par contre, dans l'idéal, moi je pense que oui, si vous pouvez avoir 5 ou 6 personnes qui travaillent ensemble, moi je pense que ce serait même parfait.
mais qui doivent être, mais c'est compliqué, c'est des personnes qui doivent être exactement au même, je pense qu'ils doivent avoir les mêmes principes, les mêmes envies, les mêmes obsessions, etc. Et c'est rare de trouver ça. C'est déjà rare d'en trouver deux, alors 5 ou 6, c'est encore plus compliqué. Donc au monde, on est dans une situation un petit peu bâtarde, qui fait que Gérard et moi, on travaille beaucoup ensemble, mais il y a 2 ou 3 personnes qui font aussi de l'enquête, donc comme on peut, on leur donne un coup de main de temps en temps, etc. Ils sont juniors, quoi. Ils sont plus jeunes. On travaille, honnêtement, on peut dire on travaille plutôt comme des loups solitaires, plutôt. Mais je crois que c'est quand même un peu c'est le métier qui veut ça, quand même, je pense. Hein. Je pense c'est que... quand même un drôle de métier, quoi. Il faut avoir faim, il faut se battre sur le front de l'information, faut... Ah, vous savez ce que c'est tous, quoi. Il faut répondre au portable tout le temps, la nuit, le matin, il faut dîner, il faut... Vous ne pouvez pas confier vos informations à tout le monde, vous voyez, vos sources, à qui, même vos confrères. C'est pas que vous n'avez pas confiance, mais c'est difficile quand même. C'est vraiment difficile. Hein. Donc, Parce que chez nous, en Argentine, on avait uniquement des gens qui travaillaient en groupe et qui travaillaient, ils travaillaient 5 ou 6 ensemble. Mais vous savez, ça avait souvent tendance à être plus ou moins en vase clos. ouais. Et le résultat, c'est qu'ils cherchaient des trucs. Et souvent, c'était des histoires plus ou moins intéressantes que eux, ils trouvaient Très intéressantes. intéressant. Ouais. Tandis qu'il y avait des Oui, gars je à comprends. côté qui travaillaient dans une rédaction tout à fait banale, mais qui, parce qu'ils étaient dans la vraie vie, entre guillemets, tombaient sur une histoire après l'autre. Mais ils n'avaient pas le temps de le faire parce qu'ils n'étaient pas dans ce groupe-là. vous savez, travailler en groupe, c'est super. Mais il faut, moi je pense que l'autogestion c'est compliqué et qu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un puisse impulser quelque chose, quoi. Il faut donc travailler en groupe avec quelqu'un qui soit compétent et qui sache de quoi il parle, sa matière, qui connaisse voilà. la matière, voilà. Et si vous travaillez avec quelqu'un qui va te dire tiens moi je suis chef et je vais t'expliquer comment on peut faire et qui ne comprend rien, qui ne sait pas comment on recrute une source, qui ne sait pas comment on va chercher une information, qui ne sait pas que parfois il y a une ligne jaune et que la ligne jaune il faut faire comme ça à côté, etc. Ça ne marche pas. Et ça c'est très compliqué comme configuration. Et pour rebondir sur ce que disait Ania, aujourd'hui nous, on trouve beaucoup de plaisir dans le fait d'être un télescope, mais on trouve beaucoup de plaisir dans le fait d'écrire des livres. Et le prochain qu'on prépare par exemple, ça a trait au quinquennat de François Hollande, ça a trait aux grandes décisions de François Hollande, et pour ça, on passe du temps avec lui. On le voit régulièrement, et on passe du temps avec lui, on enquête sur ce qu'il fait, on le soumet à nos questions, et ça c'est passionnant, parce que c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Donc ça c'est passionnant. Ce qu'il faut, c'est qu'on s'invente des nouveaux défis. lancé le fameux déjeuner Fillon. Oui. D'accord. Voilà. Je crois qu'il y a une question Oui. d'Athènes. Une question d'Athènes. Je prends le train en marche. Oui, c'est bien. Je m'excuse, j'aurais voulu revenir un peu au livre. Oui. Je ne sais pas si vous avez évoqué le volet grec dans votre livre. On en a Au fait, très peu. cette clé USB a atterri à un moment chez le ministre de Finances de Grèce, en plein démarrage de la crise grecque. Ouais. Il semblerait que la liste a été retouchée en Grèce, je ne sais pas. Il semblerait que le nom de Margarita Papandréou, la mère de Georges Papandréou, le Premier ministre, est sur cette liste. Sur cette liste aussi se trouvent des personnes de la famille de ce ministre-là précisément, Constantinos, le ministre des Finances en 2010. Et encore aujourd'hui, en Grèce, cette affaire n'est pas résolue, ça reste un mystère. Bon, un côté c'est le volet grec, je ne sais pas si vous l'avez évoqué là-dedans. Et l'autre chose. on sait ce qui s'est passé, on l'a suivi. Non, vous avez On a suivi ce qui s'est passé en Grèce, oui, bien sûr. D'accord. Parce que c'est un vrai scandale. Oui. Et ensuite, il se trouve que par hasard, je regardais une émission de On n'est pas couché. Moi, je ne regarde pas la télévision, vraiment. Je sais même pas. Je ne l'ai pas revu en direct, mais je cherchais après parce que j'ai entendu parler de son contenu. On voit Hervé Factiani, justement. Bon, c'était une émission assez odieuse par ailleurs, je trouve, parce que les gens se moquent de lui, ils ne comprennent pas. Donc, je trouvais très sincère. Mais comme vous parlez d'une source, et lui, il évoque constamment le réseau. Aucun de journalistes présents n'a posé la moindre question. Ils nous ont laissé passer ça, lui répétait plusieurs fois, si je survis, c'est grâce au réseau. Il a dit cette phrase-là à un moment. Et je voulais vous demander si vous avez plus de précisions par rapport à cette question. Oui, alors nous sur Falciani, de toute façon, je pense qu'une émission comme On n'est pas couché, c'est vraiment pas la bonne émission pour lui et ni pour les gens. Voilà.
Parce qu'ils sont dans le spectaculaire, c'est un peu compliqué, lui il raconte des trucs que personne ne peut vérifier, eux ne connaissent pas le fond du truc, donc c'est pas intéressant en fait, je pense. Nous, il se trouve que Falciani, on y consacre un chapitre, on le connaît vraiment bien, dans le sens où on l'a rencontré, etc., très bien, mais aussi on connaît toutes ses failles, on connaît toute l'histoire, le dossier, au-delà de ce qu'il dit, on sait ce qui s'est passé. Et nous, on a un avis assez, on va dire, mitigé sur Hervé Falciani, c'est-à-dire que c'est un type qui a vraiment pris des bonnes données authentiques, il n'a manipulé absolument aucune donnée, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quelqu'un qui est devenu, de fait, aujourd'hui un lanceur d'alerte, c'est incontestable. Mais, par contre, il ne dit pas toute la vérité sur son aventure à lui. C'est-à-dire qu'il refait l'histoire. C'est-à-dire qu'il oublie de dire, ou plus exactement, il refuse de reconnaître qu'il a essayé de vendre au départ ces données, ce qui n'est pas choquant, enfin ça paraît même logique, hein, mais sauf que dans son image qu'il veut se faire, il dit non, en fait j'ai fait ça pour sonner l'alarme, etc. Il raconte une histoire qui est invraisemblable. Et ensuite, effectivement, il affirme que il n'a pas agi seul, hein, et qu'il est en fait le représentant d'un mystérieux réseau dormant dans la banque, qui l'a aidé, qui continue de l'aider, etc. Nous, d'après ce qu'on sait, ça n'a aucun sens. C'est une aberration. Voilà, c'est pas possible pour des milliards de raisons qu'on essaie d'expliquer un petit peu, mais ce n'est pas possible. Ouais, ce n'est pas cohérent, et il n'y a aucun élément qui confirme ces dires, et c'est même l'inverse. Tous les éléments qu'il y a, mais pas seulement dans la procédure judiciaire, mais aussi dans la procédure judiciaire, mais même des gens qu'on a rencontrés, etc., cette version-là ne tient pas. Et il a écrit un livre pour justifier son histoire, dans lequel il y a des choses qui sont totalement vraies, hein, totalement exactes, qui recoupent ce qu'on a pu voir, et puis il y en a d'autres qui sont honnêtement qui sont pas crédibles du tout. Il raconte notamment comment il a été, on a son mystérieux réseau un jour a organisé un faux enlèvement de lui, on l'a mis dans un coffre de voiture, etc., pour faire comme si, enfin on est dans le délire absolu, hein. Donc voilà, donc Falciani, c'est quelqu'un, comment dire, on a essayé de faire ça avec lui. Il faut prendre ses informations, mais par contre, ne pas tenir compte de ce qu'il dit. Parce qu'il y a des fois c'est vrai, puis il y a des fois c'est faux. C'est un personnage trouble, voilà. Mais intéressant pour ça d'ailleurs. Et vous l'avez rencontré? Oui, plusieurs reprises, oui, bien sûr. Mais on a eu accès à ses maîtresses, on a eu accès aux documents de la justice suisse, aux documents de la justice française, aux témoignages de ses collaborateurs. Enfin, on a vraiment fait une enquête poussée le concernant, et honnêtement, enfin, comme on dit en français, avec Falciani, il y a à boire et à manger. C'est le personnage n'est absolument pas il est toujours recherché en Suisse, c'est ça? Oui, il va être jugé. Contrairement à son ex-maîtresse, lui, c'était pas sa maîtresse, qui elle est blanchie complètement. Oui. Et ça lui donne l'argument de dire que elle me charge, elle dit ça parce qu'elle a passé un marché. Moi, je suis toujours recherchée. Oui, mais le problème, c'est que, pourquoi pas, sa position, de ce point de vue-là, est éventuellement crédible. Mais sauf qu'il n'y a pas que ça. La version de sa maîtresse, c'est aussi la version de plein d'autres personnes. Un exemple tout bête, quand il s'est rendu au tout début donc au Liban pour essayer de vendre les données. Alors lui il dit non, c'était pas pour les vendre, c'est pour faire semblant, pour alerter la justice suisse en passant par le Liban, enfin bon, bref. Voilà, avec un faux nom, etc. Bon. Celle qui était sa maîtresse, elle dit mais non, on y a été pour vendre évidemment le listing. Lui non, alors elle raconte une histoire, oui, mais sauf que toutes les personnes qui ont été interrogées au Liban, les personnes qui ont donc rencontré et Falciani la maîtresse, disent exactement la même chose qu'elle. Et ces gens-là n'ont pas d'intérêt, ils ne se connaissent pas. Alors outre le fait que donc, tous les témoignages vont contre lui, mais il y a aussi un problème de logique. C'est totalement aberrant de se dire voilà, je vais voler des documents dans une banque suisse, je veux utiliser ces documents pour faire un scandale, pour dénoncer la finance mondiale, pourquoi pas, très bien. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ruser, plutôt que les donner à la justice ou à la police, je vais aller dans un pays qui est le Liban, pour faire comme si je voulais les vendre, mais alors que je ne veux pas les vendre, dans une banque, pour que la banque puisse donner l'alerte. Enfin, même un enfant de 5 ans ne peut pas croire à ça, ce n'est pas crédible un instant. Voilà. Et c'est le problème avec Falciani, c'est qu'il raconte beaucoup d'histoires comme ça, et même si par ailleurs c'est un personnage qui a aussi des côtés sympathiques, il n'est pas antipathique, on ne peut pas non plus croire à tout ce qu'il raconte. Il est intriguant, mais il intrigue aussi. Oui, bien sûr. C'est un manipulateur. Voilà. Un manipulateur, voilà. Et aussi un manipulateur de données informatiques, mais un manipulateur d'opinion. Et il le fait très bien. Voilà. Et est-ce qu'il va trouver du travail maintenant après qu'il va être... Vous savez, moi je ne m'inquiète pas pour lui. Non. Il est très débrouillard.
très En fait, malin. une conséquence de cette affaire avec Falciani, c'est la mise, l'officialisation quelque part du statut de lanceur d'alerte, qui aux États-Unis paraît normal, c'est bien accepté. Ouais. Et en France, c'est très mal vu. Oui. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce fameux statut, lanceur d'alerte dans les banques? C'est compliqué de décréter un statut légal, ou pénal ou quoi que ce soit par rapport à un lanceur d'alerte. Notre position, elle est simple, c'est que le lanceur d'alerte est totalement indispensable, mais seulement s'il fait couple avec un journaliste. Parce que tout le monde peut être lanceur d'alerte, mais tout le monde ne peut pas être journaliste. Et on a besoin des journalistes pour crédibiliser, hiérarchiser, contextualiser. Or, si on donne un statut au lanceur d'alerte, il pourrait à un moment donné se croire tout permis et faire tout et n'importe quoi. Je pense que c'est compliqué en plus de les exonérer de tout. Il peut y avoir des lanceurs d'alerte qui peuvent être des criminels, par exemple, parce qu'on doit laver tout crime au nom du fait qu'ils sont lanceurs d'alerte. Et c'est très compliqué comme question d'un point de vue légal, je pense. Ouais, moi je pense que il y a une expression un peu imagée qui est le statut pour les lanceurs d'alerte. Je pense qu'il faut être plus basique que ça. Je pense que ce qui serait mieux, tout simplement, c'est évidemment d'aider, plutôt que d'enfoncer, les gens qui à un moment vont aider les médias, la justice, la police, le fisc, à faire émerger un scandale. Voilà, il faut juste ça. Donc après, ça peut se concrétiser de diverses manières, ne pas les sanctionner, peut-être les aider à trouver du travail, etc. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment le statut d'ancien d'alerte. C'est juste d'introduire des notions peut-être dans le code pénal qui font que un délit qui est commis n'aurait pas la même gravité s'il est simplement commis pour des bonnes raisons. C'est aussi bête que ça. On a un exemple vraiment très simple dans l'affaire Bettencourt. On pourrait, après tout, parce que c'est la mode ce mot, lanceur d'alerte, on a un lanceur d'alerte. C'est le majordome donc, de Madame Bettencourt, qui avait, vous connaissez l'histoire, qui a caché donc, un dictaphone dans le salon, et grâce à ça, il a pu capter toutes les conversations qui s'y déroulaient, et ça a permis, grâce à la presse ensuite, de dénoncer un scandale, donc, qui a donné lieu à un procès avec une dizaine de condamnations quand même. Alors certes, Éric Woerth, le ministre, a été blanchi, mais peu importe, la plupart des gens, la quasi-totalité, ont tous été condamnés. Donc il a permis de révéler un scandale. N'empêche que cette personne, donc, qui quelque part est le lanceur d'alerte, il va être envoyé devant le tribunal, avec moi d'ailleurs, et les autres journalistes qui ont révélé l'affaire, mais peu importe, nous on est journalistes, donc j'allais dire ça fait partie des risques du métier. Mais lui, c'est lui qui est intéressant. Lui, en tant que majordome, il a commis un délit, c'est vrai, puisqu'on n'a pas le droit, c'est vrai, on n'a pas le droit d'enregistrer les gens à leur insu. Et j'allais dire tant mieux, hein, on est tous d'accord. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des cas où le délit qui a été commis doit être en quelque sorte oublié parce qu'il a permis de révéler des faits plus graves? Donc là, il y a des exemples tout bêtes qui sont que si demain j'entends que chez mes voisins il y a des cris, des hurlements, il y a des coups de feu, que je vois du sang couler sous la porte, etc. Est-ce que je ne suis pas fondé à défoncer la porte? En défonçant sa porte, je commets un délit. Hein. Une intrusion dans le domicile privé, c'est un délit. Mais peut-être qu'en défonçant la porte, je vais arrêter le type qui a un couteau entre les mains, etc. Alors c'est un exemple un peu spectaculaire, mais c'est pour dire, voilà, c'est pour ça que je ne sais pas si on peut légiférer précisément. Mais par contre, je pense que au moins la justice doit être compréhensive pour les personnes qui vraiment sont animées de bonnes intentions et qui à un moment se sentent obligées de commettre un délit, mais pour révéler quelque chose, un crime par exemple, beaucoup plus grave. En fait, le lanceur d'alerte n'est pas lié à un scandale, c'était un acte illégal. Et je crois que ce qui gêne les Français, c'est le sens de la délation. C'est vrai. Ça, c'est tout à fait d'accord. Ça, c'est profondément culturel. On est d'accord. Non, mais tout à fait. Alors là, vous avez raison, parce que délation, ça peut devenir un scandale. Non, mais tout à fait. À la base, il y a un acte illicite, un acte, une escroquerie. Mais nous, on a été attaqués très violemment, vous savez, après la sortie de SwissLeaks. Donc, encore une fois, ça nous a frappé. C'est ce qu'on écrit dans le livre. Dans la quasi-totalité de tous les pays du monde qui ont été associés et qui ont tous fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont tous publié des noms importants, etc. Dans tous ces pays, ce qui a fait scandale, c'est le fait qu'il y avait des personnalités qui avaient caché leur argent. En France, ce qui a fait scandale, c'est qu'on avait donné les noms. En France, on a été accusé, mais c'est vrai. Mais c'est le seul pays où ça se passe comme ça. On a été accusé même par l'actionnaire du monde, enfin l'un des actionnaires, qui souvent n'aime pas trop ce qu'on fait, mais on s'en fiche parce qu'il nous laisse le faire, donc c'est l'essentiel. Mais on a parlé du terme de délation, et en France, vous savez, c'est très connoté. Délation, c'est ce qu'on entendait pendant
l'occupation allemande, ça c'est le traumatisme pour tous les Français. Donc ça voulait dire, c'est quand même, nous on a la dénonciation, mais on n'a pas tellement apprécié parce que c'était quand même, ça renvoie au fait de dénoncer des juifs publiquement parce qu'ils sont juifs pour les envoyer dans les camps. Enfin c'est quand même terrible, on a eu le droit d'avoir fait ça. Mais voilà, il y a ça qu'on est dans le... Donc c'était très compliqué parce que sur ce listing, et on a fait très attention à ça, Oui. il y a beaucoup de gens qui sont de confession juive, beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de familles qui avaient caché l'argent de la famille pendant la Seconde Guerre mondiale et qui n'ont pas régularisé ensuite leur situation. Et nous, on a fait très attention justement à ne pas stigmatiser ces gens-là. On a fait très attention à ça. Donc la dénonciation, on refuse ce terme-là, nous on préfère le terme révélation. Je voudrais revenir parce que vous avez évoqué la Grèce et on a beaucoup dit que, que la dernière fois qu'ils ont eu un emprunt prêt, une grosse partie, je ne saurais donner le chiffre, les données, avait été placée à l'extérieur aussi sec par un gouvernement précédent, bien évidemment. Vrai ou faux, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Pas grand-chose. Vous n'avez pas croisé ça. Bon, donc c'est ce que l'on dit en Grèce pour afficher. Si on était grec, si on était grec et que on est des journalistes grecs, on travaillerait là-dessus avec grand bonheur. Mais on n'a pas les éléments pour ça. D'accord, on n'a pas trouvé dans les listes. Comme je disais, c'est bon. On a les listings. Oui, je peux le dire, et on a toujours les listings aujourd'hui. Mais on n'est pas en mesure de vérifier ça parce qu'on n'est pas assez bons connaisseurs de la classe politique grecque, de tout ça. Voilà, c'est sûr. Ok. C'était pas mais c'est intéressant que vous parlez de la question juive parce que je viens de lire un peu sur ce qui s'est passé en Pologne et c'est vrai que ça n'a pas, ils n'ont pas relevé les noms, ou ils ont relevé quelques-uns, mais en fait une personne qui est, comment on dit, involved, qui est impliquée, c'est le président de la plus grande groupe de médias en Pologne, de télé. Mais ce qu'ils ont dit aussi, c'est que 80% des noms qui ont été fournis, c'est des non-juifs. Des juifs qui ont juste la citizenship, mais ils n'ont rien à voir finalement avec la Pologne. Mais c'est vrai, il y a vraiment... Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'empêcher de le dire. Oui, non, bien sûr. C'est compliqué, quoi. Mais je pense que très sincèrement, enfin moi ça a été un grand soulagement pour moi, au moins, c'est que quand on a fait en 2 temps, en fait, on avait déjà commencé donc en 2014 lorsqu'on a publié des noms de citoyens français, et ensuite en 2015 lorsqu'on a publié le Swiss en fait. Donc à 2 reprises, on a fait des grands articles dans Le Monde pour contextualiser tout ça, etc. Et je pense qu'on sait qu'on marchait sur des œufs, en quelque sorte. Le sujet est très sensible. Je pense qu'on a bien réussi parce que ça s'est bien passé. Voilà, on n'a pas été accusé d'antisémitisme ou de je ne sais quoi. Parce que d'abord, on a vraiment expliqué qu'il y avait des raisons tout simplement historiques, c'est tout bête, c'est qu'effectivement, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale et même avant la Seconde Guerre mondiale, en fait, toute la période de montée du nazisme, il y a eu des familles, de nombreuses familles juives qui, dans la panique, et malheureusement elles avaient raison de paniquer, se sont dit mais il faut mettre notre argent quelque part, et quelque part c'est où? C'est la Suisse. Voilà, et après, c'est intéressant historiquement en fait. Et après, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, il y a des ayants droit, il y a les enfants, les petits-enfants, ou parfois les arrière-petits-enfants, avec ce qu'on a expliqué en plus des cas de figure vraiment très précis. Vous avez des gens, et je pense qu'ils sont de bonne foi, qui nous ont dit qu'ils avaient découvert, mais très tard, qu'ils étaient des ayants droit, alors d'argent parfois, il ne restait pas grand-chose, parfois des sommes très importantes, parce que les ascendants en fait ne leur avaient pas dit, parce que leurs parents ne leur avaient pas dit, mais parfois pour des raisons tragiques, c'est-à-dire que le père de famille qui avait de l'argent l'a placé en Suisse, et puis un mois plus tard il était raflé par la Gestapo, et qu'on commence à voir après, alors les enfants ont survécu, mais les enfants, le père n'a pas forcément dit que... Enfin voilà, c'est des histoires, enfin c'est des destins bouleversants, intéressant. Voilà. Ça pourrait servir, c'est pas une bonne cause. Non, mais totalement, moi je pense. C'est pour ça qu'on a bien fait la différence. Et nous, on a refusé de faire l'amalgame. Nous, ce qui nous a intéressé, justement, c'est de dire, c'est incroyable, c'est que dans cette même banque, il y a tout ça. Et vous avez le footballeur qui gagne des millions et qui ne veut pas payer fixe. Vous avez l'ayant droit d'une famille juive qui ne sait même pas qu'il est ayant droit et dont les parents ont placé l'argent à juste titre parce qu'ils craignaient les persécutions nazies. Vous avez les voleurs de diamants en Afrique qui s'enrichissent vraiment. Et moi, je me disais justement, je me mettais à la place aussi de ces familles juives qui ont placé leur argent à l'abri pendant cette période trouble et qui découvrent... excusez-moi, et qui découvrent après coup
qu'en fait, leur argent, finalement, s'est mélangé dans la même banque avec celui des financiers d'Al-Qaïda. Franchement, je pense que ça doit faire misère quand même. Moi, je trouve que c'est choquant. Hein, et donc, c'est pour ça qu'il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Dire les choses, ça ne veut pas dire stigmatiser. Ça n'a aucun sens. Il faut nommer les choses. Oui, exactement. Je dois partir, désolée. Merci, Michaela. C'était très passionnant. Vous avez fait tant un mieux. travail extraordinaire. Je remercie tout le monde et Colline. Merci de nous avoir organisé ça. Merci, Michaela. Ciao, merci. Ciao. Au revoir, merci. Dommage. Vous avez dit que votre espoir n'a pas beaucoup pris ici en France au début. Pardon? Vous avez dit qu'au début, votre espoir n'a pas beaucoup pris. Oui. Oui. Si on prend par exemple l'affaire Cahuzac, c'est une histoire avec laquelle Mediapart était relativement seul pendant longtemps. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Pendant longtemps, par exemple, certains journalistes politiques, à France Inter par exemple, n'arrêtaient pas de dire sous-entendu que c'était peut-être pas très documenté. Et on a vu ça avec d'autres affaires aussi, où une partie de la presse est très réticente concernant les scandales. Pendant que, par exemple, chez nous, aussitôt un scandale relevé, tout le monde se jette là-dessus. Comment expliquer cette attitude ici en France? Moi, je suis très fan de littérature anglo-saxonne, du nord de l'Europe. J'adore la littérature suédoise, la littérature policière, suédoise, norvégienne, je crois du danois aussi. En danois? Ouais, non. et moi j'apprends à travers ces livres. Ce ne sont que des livres, mais j'apprends à travers. Et je découvre des civilisations. Et je vois bien la différence qu'il y a entre les civilisations. En France, je ne sais pas si c'est au Danemark ou ailleurs, il y avait une ministre qui avait dû démissionner parce qu'elle avait dépensé, je ne sais plus, 10 ou 15 euros pour acheter un soutien-gorge, un truc comme ça. Elle avait dû démissionner à cause de ça, sa note de frais. En France, vous avez Nicolas Sarkozy qui est mis en examen pour corruption, qui va postuler pour être président de la République, et ça ne choque personne. Si vous voulez, il y a ces différences-là. Moi, je le regrette. Aujourd'hui, en France, on a un type qui s'appelle Patrick Balkany, qui est peut-être l'homme politique le plus corrompu de France, qui a le bal opéré, et si demain il se présente aux élections municipales, il sera réélu. Et la France, c'est ça. C'est à la fois une volonté de faire bouger un peu les choses d'un point de vue moral, un côté donneur de leçons aussi, il faut bien le dire, à la terre entière. Et de tolérance. Et à l'arrivée, on ne s'applique pas forcément ces critères-là. Et moi, voilà comment j'explique les choses. C'est qu'on a cette vision de nous sommes la patrie de la liberté, nous sommes la patrie des droits de l'homme, nous sommes la patrie des donneurs de leçons, donc, et du bien vivre, mais la vérité, c'est qu'on ne s'applique pas toujours à nous-mêmes ces codes moraux. Ça fait très peu de temps, ça fait 1 an et demi depuis qu'on est là, qu'on a une haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est-à-dire qu'on a eu un organisme indépendant qui a demandé aux députés de déclarer leur patrimoine. Vous vous rendez compte, ça fait 2 ans, quoi. On a, je ne sais pas combien de députés, et c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui leur demande de déclarer ce qu'ils ont déclaré comme impôt, les conflits d'intérêts. Ça existe depuis toujours dans tous les autres pays, quoi. Et donc, on progresse tout doucement, mais on en est là. Et ça explique pourquoi le scandale qu'on a sorti, ce qui a trait à l'argent, et l'argent, c'est un vrai problème dans la classe politique française. Il y a encore quelques temps, vous étiez un raté si vous n'arrivez pas à 50 ans avec un compte politique en Suisse. Caché. On a fait un bouquin juste avant avec Fabrice qui s'appelle French Corruption, dans lequel on raconte ça. On raconte comment c'était un sport national pour les Français, les hommes politiques, d'avoir des comptes en Suisse, et que c'était pas très grave, et qu'au contraire c'était considéré comme étant super, bravo, vous avez un compte, c'est top, vous avez réussi votre vie. Bon, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut remonter cette pente-là, et c'est très très long. Très très long. Je crois, oui, non, mais on a une démocratie qui n'est pas tellement mature sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'en termes de transparence... on a beaucoup à apprendre de vous. Oui, et c'est vrai qu'on est plutôt dans une culture latine, hein, c'est sûr. En fait, on est plus proche de l'Italie que de la Norvège. Il y a aussi une fiscalité particulièrement importante. Oui, alors... incitative bien sûr, mais dans les pays du Nord, ils ont une fiscalité aussi... J'avais posé la question sur le Danemark. C'est très important. Mais il n'y a pas du tout le même rapport. Il y a un égalitarisme, entre guillemets, qui est accepté. Alors que nous, en France, c'est plutôt l'inverse, c'est plus tu t'enrichis, plus tu as réussi, c'est un symbole de réussite. Mais vous pouvez toujours vous exiler fiscalement, ce qu'a fait Bernard Arnault
Oui. et Gérard Depardieu. Exilé fiscal, c'est pas pareil qu'à... Exilé fiscal, vous ne prenez pas, vous n'êtes pas dans l'illégalité, vous partez, c'est pas très glorieux, mais vous partez. Voilà. La fraude fiscale, c'est vous trichez, c'est un délit, c'est passible de prison. Mais il y a eu une prison. Et de toute façon, au-delà de... Parce qu'on pourrait... C'est vrai, moi je comprends ceux qui disent, mais attention, il y a peut-être des circonstances atténuantes à trouver. Vous avez des gens qui gagnent de leur argent honnêtement en France, qui gagnent beaucoup d'argent, mais par leur travail, et qui voient les impôts qui prennent une grosse partie. C'est vrai que ça peut faire mal. Donc moi je peux entendre ça. Mais d'abord, malgré tout, c'est pas une raison, parce que si on fait tous comme ça, il n'y a plus de finances publiques qui existent. Donc ça c'est la première chose. Mais la seconde chose, de toute façon, c'est pas le seul argument, puisqu'en réalité, Gérard parlait tout à l'heure de l'affaire de corruption dans laquelle est mise en examen M. Sarkozy. Là, c'est pas une affaire fiscale du tout. Et c'est la même chose, ça laisse quand même globalement plutôt indifférents les gens. Donc de manière générale, les gens sont en même temps, vous disent tous, oh, de toute façon les politiques ils sont tous pourris, c'est tous les mêmes, etc. Très bien. Et en même temps, finalement, mais c'est le relativisme, c'est que de toute façon, ça a toujours été comme ça, c'est pas si grave. Hein. Après tout, si, en gros pour Balkany, s'il nous donne des emplois, s'il nous fait des petits cadeaux à Noël, etc., c'est l'essentiel. Et voilà, et là, ce sera pareil. Si demain, vous avez un homme politique qui vient dire « moi je suis corrompu, mais je vais vous faire baisser le chômage », les gens voteront pour lui. Et nous, on le déplore. C'était un peu, alors là, notre livre précédent qui s'appelait « Sarko s'est tué », un petit clin d'œil à Sarko m'a tué. Mais en gros, on expliquait quoi? On expliquait que Sarkozy était mis en cause ou cité dans une dizaine de procédures, que sans doute, dans la plupart de ces procédures, il ne serait pas poursuivi, ni même condamné. Et normalement, je veux dire, juridiquement, il n'y a rien à dire. On ne s'en plaint pas. Mais nous, ce qu'on expliquait, c'est que dans ces dossiers-là, il s'était parfois comporté de manière anormale, par rapport à l'éthique, par rapport à des règles de déontologie, et que pour nous, on pense qu'un homme politique, il doit être éthiquement responsable, en quelque sorte. Et ça, autant dire qu'en France, c'est quelque chose qui n'intéresse pas les gens. Voilà, François Hollande a vraiment un grand malheur, c'est qu'il a, honnêtement, dans l'opinion publique, il n'a pas beaucoup de qualités, il est présenté comme un président faible, il a un mauvais résultat sur le chômage, il a les couacs au gouvernement, enfin bref, ça se passe plutôt mal, on va dire. Bon, il y a un truc pour l'instant sur lequel on n'a pas pu le prendre en défaut, c'est son intégrité personnelle. Voilà, personne n'a pu dire, même la droite ne conteste pas son intégrité personnelle. Le problème, c'est que sa seule qualité, elle ne sert à rien, parce que les gens s'en fichent. Donc, il est vraiment, c'est pour ça que c'est pas gagné pour 2017. Mais nous, on fait partie, et là, on parle pas de François Hollande, parce qu'on s'en fiche, nous, de Hollande ou des autres, mais nous, on fait partie de ceux qui pensent que, voilà, quand on a un rôle public à jouer, notamment en politique, c'est qu'on doit être, enfin irréprochable, on doit faire attention, voilà, on doit faire attention. Et nous, c'est vrai qu'on est plutôt là dans une culture nordique, mais on est minoritaire. Vous aviez fait les papiers à l'époque, j'imagine? Non, pas tellement, non. Pourquoi? C'était quand même tellement hallucinant aller à la Chambre, à l'Assemblée. Oui. L'Assemblée jurait devant ses pairs. Parce qu'on était. Non, mais c'est tout bête, c'est qu'on n'était pas saisi du dossier parce qu'on ne veut pas tout faire, en fait, on a plein de choses. Et parce que bizarrement, cette affaire, enfin, ça me paraît bizarre, mais journalistiquement, enfin, moi, ne m'intéressait pas tellement. Pourquoi? Parce que j'ai eu très vite l'impression qu'il y allait y avoir une réponse. Oui, c'est ça, tout était dit déjà en fait. Il n'y avait pas d'enquête. Pas vraiment. Peut-être, il y a toujours moyen d'enquête. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais le sentiment que c'est déjà tellement énorme, et après, en gros, soit c'est vrai, soit c'est faux. C'était pour les psychologues. Après, oui, exactement. Et c'est exactement ça. Et c'est ça qui est passionnant. Enfin, le procès sera passionnant. Oui, très intéressant. Très intéressant. Y aura-t-il un procès? Ah oui, ça oui. C'est sûr, il aura envoyé un procès. Oui, après, il y aura un procès, oui. C'est sûr. Parce qu'il coule du bon temps à Singapour, hein, il va, il vient comme il veut. Il y aura un procès pour Cahuzac, comme je pense qu'il y aura aussi un procès pour Nicolas Sarkozy, comme je pense qu'il y aura des procès pour Balkany. Vous pensez que Sarkozy n'arrivera pas jusqu'à la présidence, jusqu'à la campagne? Si, je pense qu'il ira parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque d'être envoyé en correctionnel devant le tribunal, et qu'ensuite il risque d'être condamné pour corruption et trafic d'influence, mais il va faire appel s'il est condamné. Donc une deuxième instance en fait, un recours d'appel, et donc quand vous faites appel, eh bien c'est suspensif. Donc, et là, il n'y a aucune chance qu'il soit jugé en appel avant la présidentielle. Donc ce qui pourrait se passer, mais on est au conditionnel, c'est qu'il pourrait parfaitement se présenter à l'élection présidentielle tout en étant condamné pour corruption et trafic d'influence. Mais comme c'est suspensif, il pourra y aller sans problème. Mais est-ce politiquement possible? Hein? Est-ce politiquement possible? En France, oui. En France, oui. Une fois élu, totalement. une fois élu, ah ben il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pendant 5 ans, même 10 ans, parce que... Oui. Il y a deux motifs. On disait toujours que Mme Chirac voulait qu'il continue à cause des procès, pas à cause de... C'est vrai. En tout cas, c'est une possibilité. Ouais. C'est formidable, c'est extraordinaire. Je sais pas. Merci à vous. Oui, c'était très intéressant.